décryptage proposé par AgroSolutions et i4C. Édouard. Bonjour à tous, donc Édouard Lancrier, AgroSolutions. Ce matin, on va ouvrir cette conférence par une présentation de, je pense qu'on peut qualifier ça d'une découverte quelque part du projet Carbon Think. Donc Carbon Think a contribué au financement de la participation d'AgroSolutions sur la rédaction de la méthode Grande Culture du label bas carbone, méthode Grande Culture validée à l'été dernier, à la suite de quoi nous avons créé l'outil digital Carbon Extract pour réaliser des diagnostics d'exploitation agricole et simuler l'impact de changements de pratiques sur la réduction d'émissions, le stockage de carbone et le coût. Donc c'est une approche nouvelle par rapport aux approches habituelles des agro-industries, de l'agroalimentaire et des acteurs du luxe quand ils veulent mesurer l'impact environnemental, ou c'est plutôt une approche à l'échelle de la culture sur une approche de type ACV. Je vais vous présenter le détail des différentes méthodes et voir en quoi l'approche label bas carbone fait émerger des conclusions nouvelles, des résultats nouveaux. Et à partir de ça, on questionne en fait les recommandations de bonnes pratiques des standards type SBTI qui, au vu de ce qu'on a mis en évidence, ne sont pas suffisamment complets pour permettre aux agro-industries, aux acteurs du luxe, de gérer leurs pratiques sur la réduction d'émissions en scope 3. Alors, ce n'est pas du tout une présentation qui a vocation à être provoque par rapport à ces standards qui ont une grande nécessité. C'est juste pour faire émerger un point de divergence, pas un point de divergence, mais un manque de complétude. Et on terminera par des propositions sur ce qui nous semble, au vu des résultats que nous avons, ce qui nous semble pertinent de faire si on veut s'assurer d'être dans les best practices et s'assurer de ne pas nuire à l'environnement à travers les actions qu'on peut mettre en œuvre sur le scope 3 quand on est une IAA ou un acteur du luxe. Première question, donc les grandes méthodes qu'on a pour évaluer l'impact carbone d'une exploitation agricole. Jusqu'ici, on avait la méthode déployée, j'ai envie de dire historiquement, mais bon, c'est depuis quelques années, c'est l'approche analyse de cycle de vie, donc ACV. C'est une approche qui est mûre, maîtrisée depuis assez longtemps. Nous, chez AgroSolutions, on l'a fait tourner sur on a des outils qui peuvent mesurer des millions d'hectares par an. Les coûts sont assez faibles, c'est moins de 1% de la graine en valeur. Ça donne des indicateurs très précis sur les émissions de gaz à effet de serre par tonne de grain et tout un tas d'indicateurs environnementaux qui permettent de caractériser l'impact environnemental de la graine. Mais c'est une approche à l'échelle de la culture, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les données d'exploitation agricole sur la culture, sur la parcelle utilisée pour la culture, de blé, de chanvre, peu importe, pour caractériser l'analyse de cycle de vie. Et la deuxième méthode, c'est l'approche donc label bas carbone, qui est une approche à l'échelle de toute la rotation culturale. Donc on va récolter des données sur plusieurs années de l'exploitation agricole pour caractériser l'impact sur l'enchaînement des différentes cultures à l'échelle de toute l'exploitation agricole. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les slides, mais ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'approche analyse de cycle de vie, c'est notamment une mesure fine de la dynamique de stockage, déstockage de carbone dans le sol et dans la biomasse aérienne pérenne. Donc, qu'est-ce qu'on apprend quand on compare ces deux approches et donc quelles sont finalement les découvertes qu'on a pu faire à travers ce projet. Donc, ici, j'ai schématisé un peu en termes de périmètre de quoi on parle pour vraiment distinguer les deux méthodes. L'approche donc la compréhension des différents périmètres est vraiment très importante pour comprendre les différences entre méthodes et ce que permet de mettre en avant une méthode par rapport à l'autre. Et derrière, comprendre ce en quoi le SBTI aujourd'hui manque d'informations sur les recommandations qu'il préconise. Le premier périmètre à prendre en compte, c'est le périmètre du champ. Vous êtes un acheteur de blé, par exemple. Eh bien, vous pouvez considérer en première approche uniquement ce qui se passe sur la parcelle utilisée pour cultiver le blé pendant les années pendant lesquelles le blé a été cultivé. Le deuxième type de périmètre, c'est l'approche rotation culturale. Donc là, vous allez prendre en compte la succession des différentes cultures sur une même parcelle et vous allez mesurer l'impact environnemental sur toute la rotation culturelle. Ça permet notamment de prendre en compte ce qu'on appelle des effets de bord. Sans en dévoiler une conclusion, moi je peux assez facilement vous faire réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le blé, mais derrière, il faudra rattraper par des actions sur la culture précédente ou la culture suivante qui pourront, elles, être plus pénalisantes en carbone. Et une approche uniquement sur le périmètre blé pourrait ne pas montrer ça. Et le troisième type de périmètre, c'est le périmètre ferme, où là, on va prendre en compte les bâtiments, le machinisme agricole et tous les intrants, toute l'énergie consommée par la ferme.
Donc la première méthode type analyse de cycle de vie, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais en gros c'est très cadré méthodologiquement avec des méthodes du GIEC, des méthodes des bases de données type Agribalise, mais c'est une approche restreinte principalement à l'échelle de la culture. C'est aujourd'hui ce qui est majoritairement utilisé pour caractériser l'impact environnemental en scope 3 des agro-industries agroalimentaires et des acteurs du luxe. La deuxième méthode, donc c'est la méthode label bas carbone, j'ai déjà expliqué, elle prend en compte le périmètre de toute l'exploitation agricole sur toute la rotation culturelle. Et ça, c'est conforme aux recommandations scientifiques les plus strictes, parce que ça permet de prendre en compte ces fameux effets de bord entre les cultures, mais également des effets de bord entre la mesure des émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence avec le projet, et c'est en ça que ça change peut-être un peu la donne de la manière de mesurer son scope 3 quand on est un acteur de l'industrie. Comment on a mesuré la différence? Donc, on a réalisé un test sur 50 exploitations agricoles en conditions réelles. J'insiste sur l'aspect conditions réelles, hein, parce que jusqu'ici, on avait pas mal de chiffres produits notamment par l'INRAE et les instituts techniques qui sont extrêmement précieux, mais qui sont issus de simulations de fermes en conditions virtuelles. Donc nous, on est allé dans les exploitations agricoles et on a demandé aux agriculteurs, déjà on leur a expliqué qu'est-ce que c'est qu'une transition bas carbone, de quoi on parle, et on a déterminé avec eux, en fonction de la réalité de leur exploitation agricole, qu'est-ce qui serait pertinent d'adopter comme changement de pratique pour réaliser une transition. Il y a tout un tas de changements de pratique selon qu'on va y axer sur le stockage de carbone ou les réductions d'émissions. Par contre, un agriculteur, donc, il a différents types de trajectoires possibles en fonction de la combinaison des pratiques qu'il va choisir et en fonction de l'intensité de chaque pratique qu'il va mettre en place. Ça dessine différents scénarios, différentes trajectoires de transition. Et pour chaque trajectoire de transition, on a mesuré différentes choses. On a mesuré la réduction de gaz à effet de serre, on a mesuré le stockage de carbone, on a mesuré le coût pour l'exploitant agricole. Extrêmement important parce que souvent les exploitants agricoles ont du mal à analyser les coûts de changement de pratique sur le temps long. Et on a comparé du coup les deux méthodes, la méthode classique analyse de cycle de vie et la méthode label bas carbone grande culture en utilisant l'outil Carbon Extract. Alors, les résultats sont bien évidemment cohérents dans leur grande majorité entre les deux approches, donc c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on a des groupes scientifiques dans chaque approche méthodo et donc on converge quand même dans les résultats. Néanmoins, la deuxième méthode, donc la méthode label bas carbone grande culture, elle met en lumière des externalités négatives sur le stockage de carbone dans certains cas. En fait, on s'est rendu compte que dans certains cas de figure, des pratiques qui permettaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre pouvaient générer une externalité négative qui était du déstockage de carbone sur les sols. Et en fait, ces observations-là, elles ne sont pas possibles avec l'approche classique, historique, analyse de cycle de vie, uniquement à l'échelle de la culture. Par contre, on le voit très très nettement avec Carbon Extract, avec la méthode label bas carbone grande culture, où on prend en compte l'ensemble des émissions sur l'ensemble des périmètres, les émissions et le stockage. Alors, d'un point de vue agronomique, pourquoi on a ces différences? En fait, ça se comprend assez intuitivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour stocker du carbone, en fait, c'est assez simple. Il faut produire plus de biomasse. C'est la quantité de biomasse qui retourne au sol et la quantité de matière organique qui retourne au sol. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est un peu plus technique, c'est le rapport C sur N de la culture. En fait, chaque culture, elle a pas les mêmes quantités de carbone et d'azote dans la plante. Et évidemment, si vous avez plus de carbone dans la plante, quand elle retourne au sol, ça va faire plus de carbone stocké. À l'inverse, si vous avez une plante qui a plus d'azote, eh bien, vous allez stocker moins de carbone, voire il y a un risque de déstockage de carbone dans le sol. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? C'est principalement la réduction d'apport de minéraux, de fertilisation minérale azotée. Donc c'est mettre moins d'azote sur les champs. Or, mettre moins d'azote, la première conséquence en général, c'est qu'on produit moins de biomasse. Et là, vous comprenez que si on met moins d'azote pour réduire les émissions, c'est une bonne chose. Néanmoins, on peut avoir moins de biomasse au point de déstocker du carbone du sol. Alors, c'est très spécifique d'une exploitation à l'autre, c'est très spécifique d'un type de sol à l'autre, c'est très spécifique de l'histoire du sol
à l'autre, hein. On ne peut pas en tirer des grandes conclusions. Donc c'est important à chaque fois de faire un diagnostic précis d'exploitation agricole, d'où l'importance des outils de type Carbon Extract pour pouvoir faire ces diagnostics et faire des simulations. Mais voilà, là il y a un risque. L'autre risque, c'est l'introduction de légumineuses, qui est bien connue pour permettre de réduire les apports d'engrais minéraux et donc de réduire les émissions. Eh bien, les légumineuses, en fait, elles ont en général une biomasse plus faible que les cultures de type céréales. Et surtout, le fameux rapport C sur N, il est plus faible sur les légumineuses que sur les céréales. Donc, quand vous allez dans une démarche de transition bas carbone, qui implique souvent d'allonger la rotation culturelle, d'introduire des légumineuses, d'introduire des cultures à bas niveau d'intrants, si vous remplacez une culture, en fait, si pour introduire une légumineuse, vous avez ôté de votre rotation culturelle une culture qui avait un C sur N élevé, une production de biomasse élevée, eh bien, vous pensez bien faire en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En réalité, vous risquez surtout de déstocker du carbone du sol. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir avec l'expérimentation qu'on a mis en place. Donc là, typiquement, un résultat d'un test. Hein. Donc ça, c'est une exploitation qu'on a simulée avec la première version de l'outil Carbon Extract, où en fait, on a simulé, cette exploitation s'est projetée dans des changements de pratiques, où elle a dit, bah voilà, moi je vais substituer toute ma fertilisation minérale azotée par du fumier de volaille, donc de l'engrais organique, et je vais étendre mes légumineuses de 40%, donc une transition quand même assez radicale. Hein. Qu'est-ce que ça va donner? Et là, ce qu'on observe est assez intéressant. On voit que bien évidemment, on a une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc ça, c'est les résultats, c'est sur 50 projets. On économise à peu près 3500 tonnes équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre. On parle en équivalent CO2, mais c'est principalement du protoxyde d'azote qui a été évité. L'outil donne le détail de tous les gaz à effet de serre, mais dans les communications finales, c'est toujours des tonnes équivalent CO2 sous lesquelles on communique. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on a un énorme déstockage de carbone dans le sol qui sous-performe complètement la performance globale, parce qu'on a déstocké près de 2 fois plus de tonnes équivalent CO2 que la quantité qu'on a réussi à réduire. Et ici, on a un zoom sur la trajectoire en fait, la dynamique de stockage-déstockage de carbone du sol des parcelles. Donc là, c'est pour une parcelle uniquement d'exploitation agricole. On a l'information pour tous les types de sols. Ce qu'on voit en vert, c'est la courbe d'émissions de gaz à effet de serre du sol avant projet. Donc avant projet, avant toute action, l'exploitation, elle était déjà déstockante de carbone. C'est le cas de la majorité des sols de grande culture. Hein. Donc, première idée reçue, les sols ne sont pas naturellement des pompes à CO2. Ils peuvent le devenir, mais dans la majorité des cas, c'est quand même des émetteurs nets. Et donc là, on caractérise quelle est la dynamique de déstockage. Et puis là, on a la courbe projet. Donc, en adoptant les changements de pratique, on voit que le sol déstocke beaucoup plus. Donc, je tempère les conclusions de cette étude. Hein. On est vraiment sur le cas le pire. Hein. C'est vraiment la caricature de ce type de transition. Dans la majorité des cas, réduire l'azote et mettre des légumineuses, c'est globalement vertueux. Hein. Je ne veux pas passer de faux messages. Mais un résultat intéressant sur le fait que voilà, on peut avoir des effets de bord assez surprenants. Donc, quelles sont les questions que ça pose pour la manière dont les IA et les acteurs du luxe peuvent gérer leur scope 3 ? Au moins deux. La première, c'est, donc là, je fais un pas de côté par rapport à ce que je viens de vous expliquer, la dynamique émission et stockage. Donc, première question, de quoi on parle en fait quand on parle de scope 3 en agro-industrie ? Est-ce que c'est uniquement la culture dont on est client au sein de la rotation, ce qui font prendre en compte uniquement les émissions de cette culture ? Est-ce que c'est uniquement les émissions au champ, mais pas forcément étendues, donc de la rotation culturelle, mais pas forcément étendues à la ferme ? Ou est-ce que c'est les émissions de toute la ferme ? Pour le moment, il n'y a pas vraiment de réponse claire des standards internationaux. Deuxième question, c'est une fois qu'on a déterminé ce périmètre, comment on prend en compte cette fameuse dynamique de stockage du carbone dans le sol, sachant que pour mesurer le stockage de carbone, en fait, on ne peut pas isoler culture par culture. C'est une dynamique longue du cycle du carbone dans le sol, donc on est à minima sur plusieurs années de projection. Donc, voilà, il n'y a pas de réponse claire sur comment est-ce qu'il faut faire une allocation, si on l'a fait, selon quelles règles d'allocation. La plupart des sols, comme je vous l'ai dit, en grande culture, ils sont d'ores et déjà déstockants en carbone. Donc, une agro-industrie qui veut gérer son scope 3, elle traite quoi ? Elle traite uniquement les émissions, ou les émissions et la dynamique déstockante du carbone, sachant que ce sera différent d'une exploitation à l'autre. Donc,
pour tout ça, il n'y a pas de réponse. Il faut des clés méthodologiques. Alors, on les a bien évidemment développées. Je suis désolé, c'est en anglais, mais donc on a des propositions méthodologiques développées notamment au sein du projet Carbon Think sur la manière de gérer tout ça. On a des clés d'allocation. L'outil Carbon Extract propose toutes ces allocations. Néanmoins, pour le moment, on est uniquement, nous, force de proposition. On est en attente de la part des grands standards internationaux de règles validées collectivement. Donc, nos clés d'allocation sont dans des méthodes publiques, parce qu'on fonctionne uniquement avec de l'open source en termes de méthodes, et de l'open source validé scientifiquement. Mais il y a une question à répondre. Rapidement, un focus sur les coûts de la transition bas carbone en grande culture pour nourrir les conclusions qu'on va vous proposer sur ce projet. Alors oui, donc je fais un pas en arrière là par rapport avant de vous présenter les coûts de la transition. Un petit rappel sur les leviers qu'on a testés. Donc là, on va vous présenter les coûts de la transition simulés dans ce fameux test des 50 exploitations qu'on a réalisé. Les leviers qu'on a testés donc pour la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ils sont cités là. Je ne vais pas les lire un à un, je vous laisse les parcourir. C'est principalement ce qui permet de réduire les émissions, l'apport d'engrais minéral azoté. Et puis tout ce qui est stockage de carbone, produire plus de biomasse, changer le type de biomasse et mettre des apports d'engrais organiques. Les modalités testées dans ces exploitations, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé l'adoption de tout levier confondu. Donc ça, c'est vraiment les conditions réelles. Une exploitation ne va jamais choisir un levier de telle manière. C'est toujours une combinaison de leviers, donc une combinaison de changements de pratique, adoptés plus ou moins intensément chacun, et avec des effets de bord les uns les autres. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir des outils qui permettent de prendre en compte l'ensemble de cette transition. Et on a quand même fait un calcul, donc pour chacune de ces transitions, on a calculé la quantité de crédits carbone produite. Donc les crédits, c'est la somme des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone. Et puis on a calculé le coût de revient pour l'agriculteur. Et on a quand même aussi fait un exercice, là c'est de la simulation, on a fait levier par levier. On s'est mis dans des conditions, on a dit, bah voilà, dans telle exploitation, si on mettait uniquement, par exemple, le levier couvert d'interculture ou le levier légumineuse, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc les coûts de la mise en place, ils sont extrêmement variables d'une exploitation agricole à l'autre. Pourquoi ? Donc ça, c'est les coûts hectares par an. C'est pas très étonnant qu'on ait une grande diversité. Ça représente le fait que la transition bas carbone d'une exploitation agricole, c'est jamais la même d'une exploitation agricole à l'autre. Chaque exploitation a une histoire, chaque exploitation a des engagements économiques, donc chaque exploitation a une ambition, donc elle va avoir une marge de manœuvre différente. Mais le premier message qu'on a, c'est que le coût moyen, il est quand même globalement assez élevé. On est plutôt au-dessus de 50 € par hectare et par an de transition bas carbone. Vous voyez qu'on a des coûts négatifs, c'est pas non plus très surprenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on était dans des exploitations agricoles qui n'étaient pas forcément optimisées d'un point de vue stratégie économique et que, en réfléchissant avec elles à une transition bas carbone, eh bien, ça convenait également à ce qui était le plus pertinent de faire économiquement. Donc voilà, elles gagnent plus d'argent après qu'avant. Ici, on isole les coûts. Donc ça, c'est les coûts de revient du crédit carbone. C'est les coûts par crédit. Donc là encore, on a un nouveau facteur d'hétérogénéité dans les résultats. C'est que donc déjà, les coûts des transitions par hectare sont très différents. Mais ensuite, chaque exploitation avec un même levier va générer une quantité de crédit très, très différente. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en moyenne, le prix du crédit est très élevé. Il est globalement... alors là, pour avoir la vraie moyenne, il faudrait associer les volumes. On a quand même plus de volume dans la partie basse du graphique que dans la partie haute. Mais on a, sur les transitions qu'on a simulées, nous, en conditions réelles, un coût de revient du crédit carbone moyen autour de 80 € pour l'agriculteur. Attention parce que ces résultats sont ceux avec la première version de la méthode Grande Culture Label Bas Carbone. Il y a eu des mises à jour, donc on pense qu'on surestime un peu le coût réel ici. En réalité, c'est probablement... Enfin, il faut être un peu plus optimiste en réalité, mais on ne va pas se mentir, le coût de cette transition bas carbone, elle va être très élevée dans les exploitations agricoles en grande culture et elle va être complexe à mettre en œuvre. D'où la nécessité, les conclusions qu'on va vous présenter, de favoriser la collaboration entre acteurs autour du financement des exploitations à réaliser globalement des transitions bas carbone, plutôt que s'arc-bouter sur être le seul à financer une partie de la transition avec en plus des effets de bord. Ici, c'est les résultats des coûts, donc c'est pour l'approche où on a isolé. Je n'ai pas le temps de présenter tous les résultats économiques, mais ça, c'est pour un des leviers principaux, qui est le couvert d'interculture.
où là, on a simulé, vous pouvez mettre plein de types de couverts différents, hein. Donc on a simulé pour de couverts crucifères, couverts de graminées, couverts de facélie, et pour chacun des couverts, on a simulé 2 modalités, un couvert à 1,5 tonne de matière sèche par hectare et un couvert à 3 tonnes de matière sèche par hectare. Avec la hauteur de l'histogramme vous donne la quantité de crédit par hectare et par an généré, et en indication, en gras, vous avez le coût de revient par crédit carbone. Donc là, sans surprise, hein, le couvert d'interculture est le levier quand même le plus puissant pour réduire les émissions et stocker du carbone. On est entre 1 et 2,5 crédits par hectare et par an, mais avec des coûts de revient qui sont quand même entre 52 et 100 euros. Alors encore une fois, on a vraiment été très large dans l'estimation économique. On a pris en compte tous les coûts. On a pris en compte notamment les coûts d'amortissement du matériel, évidemment les coûts des opérations culturales, les coûts des intrants, mais aussi on a considéré le temps de travail de l'agriculteur à hauteur de 20 euros de l'heure. Et donc ces résultats peuvent diverger des approches en première lecture qu'on peut avoir en discutant avec des agriculteurs, qui souvent ne prennent pas en compte le temps de travail et l'amortissement du parc matériel. Mais ça, c'est une évaluation économique globale. Donc, voilà pour ces résultats. Maintenant, quelles sont les conclusions qu'on peut faire concernant les recommandations pour être en best practice, comme on dit dans les grands standards internationaux? Quelles sont les meilleures pratiques à adopter quand on est un acteur industriel qui se source sur l'agriculture? Ce qu'on peut en dire, c'est que, bon, déjà, je reprends quelles sont les recommandations du Net Zero SBTI, et c'est en quoi on identifie des limites par rapport à notre expérience. Première recommandation, c'est réduisez les émissions au maximum. Ok, bon, j'ai déjà cité, mais alors sur quel périmètre? Et puis est-ce qu'on prend en compte la dynamique de stockage, déstockage de carbone du sol? Ensuite, le SBTI recommande de séparer la comptabilité des réductions d'émissions et celle du stockage. Donc là, au vu de la démonstration qu'on a fait, vous voyez tout de suite la limite. En agriculture, les deux sont intimement liés. Et si vous séparez l'approche, vous risquez tout simplement de passer à côté d'externalités négatives, et donc vous n'êtes pas dans les best practices. Donc voilà, déjà première limite sur les recos du SBTI qui sont à compléter. Et donc les conclusions qu'on a, c'est par rapport à ce qu'on a vu, le mieux c'est d'agir et de communiquer sur une démarche de contribution à la réduction du bilan carbone global de l'exploitation agricole. Alors, les mots ont leur importance. Hein. Contribution, là, on se passe dans le paradigme des accords de Paris versus le protocole de Kyoto. On va plus chercher, enfin, ce qu'on recommande, c'est de plus chercher à compenser vraiment de manière à s'arc-bouter sur une tonne est une tonne et j'ai mes temps et je compense avec temps. On invite les acteurs plutôt à se placer dans une logique où, en gros, l'agriculture a une transition bas carbone globale à réaliser. Elle a besoin de financement pour le faire. Inscrivez-vous dans cette démarche. Ne cherchez pas à isoler vos tonnes de crédit de celles que d'autres pourraient produire. N'entrez pas dans une logique de compétition. Les agriculteurs ont besoin de vous collectivement pour les accompagner. Et ce qui compte, c'est à quel point vous aurez aidé à amorcer cette transition globale et collective de l'agriculture, plutôt qu'à quel point, sur votre culture, vraiment, vous aurez réduit, même si c'est important de le prendre en compte. Donc privilégier la collaboration entre acteurs. Et puis la deuxième partie, bilan carbone global de l'exploitation. Donc ça, c'est la recommandation qu'on fait. C'est plutôt que de mesurer la variation d'émissions culture par culture, même si c'est déjà vertueux de le faire. L'idéal, c'est quand même de demander à l'exploitation agricole qu'on accompagne d'avoir un reporting de son bilan carbone complet sur toute la rotation culturelle et sur toute l'exploitation. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas d'effet de bord. Et là, on contribue vraiment, en réduisant le bilan carbone des fermes, à réduire le bilan carbone de l'agriculture. Évidemment, derrière, l'idéal, c'est de le mesurer, donc en demandant à l'exploitation de mesurer avec une méthode validée scientifiquement. Hein, ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui fleurissent et qui ne sont pas toujours tamponnées. Favoriser la collaboration, j'ai déjà bien insisté dessus. C'est vraiment, selon nous, hein, au vu des résultats qu'on a sur le projet, l'approche la plus robuste et la plus vertueuse pour le climat. Mais ça implique de changer de paradigme sur la fameuse double revendication, parce que ça implique que typiquement plusieurs agro-industriels puissent collaborer sur une exploitation agricole ou sur un ensemble d'exploitations agricoles pour les aider à faire cette transition
Et il peut parfois être difficile d'isoler la part qui revient à chacun. Mais en fait, ce n'est pas un souci dans la mesure où vous aurez contribué, collectivement contribué. Par contre, on est bien conscient des enjeux de communication qu'ont les acteurs qui financent cette transition. Donc nous, ce qu'on recommande, déjà, c'est indispensable. Autant il peut y avoir une double revendication, mais il ne faut pas qu'il y ait de double comptage. C'est-à-dire qu'il faut une méthode robuste et certifiée pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone. Par contre, aucun souci si plusieurs acteurs s'en revendiquent. Ce qui peut être intéressant, c'est que chacun communique sur le montant financier pour lequel il a contribué à cette transition, éventuellement le montant par rapport au montant total. Et ça peut permettre de distinguer les actions parce qu'il faut valoriser les acteurs qui s'engagent un peu plus, c'est certain. Donc voilà un peu les recommandations qu'on pourrait faire. Et puis je passe la parole à Claudine d'IKCE qui pourra compléter tout ça. Merci Edouard. Oui, je pense ça complète bien. Et moi, je vais rebondir sur la question du coût des projets et de comment finalement on peut financer ces projets. Comme je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que Edouard a présenté les résultats, mais on sait maintenant quand même que la transition a un coût pour les agriculteurs, que ce soit vraiment les coûts qui ont été calculés liés à la mise en place de pratiques, aux besoins de formation aussi, mais il y a aussi les coûts liés à des besoins d'investissement en fait, qui peuvent être nécessaires sur l'exploitation, de gestion du risque pris par les agriculteurs, etc. Et donc ça, on sait que ça va coûter cher. Et le constat qu'on a fait dans le cadre du projet, c'est que les marchés carbone volontaires et juste la vente de crédits carbone ne va pas suffire à financer cette transition. En tout cas, pour l'instant, on est autour d'une cinquantaine d'euros, on va dire, pour les premiers projets et les premiers crédits. C'est déjà bien, mais on sait que c'est pas si facile de trouver des financeurs pour des crédits à 50 euros. Et on ne sait pas combien de volume de crédits on va pouvoir vendre sur ces marchés volontaires. Donc la question qu'on s'est posée finalement, c'était comment diversifier les sources de financement. Et la première étape pour se poser cette question, c'était finalement de redéfinir à quoi servait un outil comme le label bas carbone et à quoi servaient en fait des outils comme des cadres de certification carbone plus généralement. Et donc le processus était de se dire finalement un cadre de certification carbone, s'il sert uniquement à générer du crédit pour aller alimenter les marchés volontaires et permettre aux entreprises de faire de la compensation carbone pour afficher une neutralité carbone, c'est peut-être beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, même s'il ne faut pas se priver de cette source de financement. Et l'idée, c'était plutôt de se dire, en fait, un cadre de certification carbone, c'est un outil avec obligation de résultat. Ça permet de passer d'une logique obligation de moyens, avec des cahiers des charges qui sont imposés aux agriculteurs, qui sont parfois les mêmes, quel que soit le système de production, quel que soit le contexte pédoclimatique. Et là, on passe plutôt à une logique obligation de résultat, où ce qu'on évalue, c'est l'impact réel environnemental d'un projet, en laissant une palette de choix, de pratiques de transformation à l'agriculteur. Et quand on se dit ça, en fait, on se dit que en fait, un cadre de certification carbone, c'est plutôt un outil de taxonomie qui permet d'apporter des garanties sur l'impact environnemental d'un projet sur le terrain, et ça peut être utilisé pour flécher n'importe quelle source de financement, privé comme public. Et donc, quand on se dit ça, on voit tout de suite que les marchés volontaires ou pas volontaires, d'ailleurs, sont une source parmi d'autres de financement de ces projets bas carbone. Et donc on a identifié dans le cadre du projet deux autres sources de financement complémentaires au financement issu du secteur privé qui cherche à compenser leurs émissions. Alors je vais quand même parler des trois blocs, enfin je vais revenir sur les trois blocs. Il y a deux nouveaux blocs, mais quand même revenir sur le premier, sur donc, les financements privés d'entreprises qui sont hors secteur agricole. Il y a plusieurs cas de figure en fait pour flécher ces financements. Il y a les entreprises qui cherchent vraiment à compenser leurs émissions, qui vont chercher à acheter autant de crédits carbone qu'elles ont d'émissions résiduelles pour afficher une neutralité carbone. Il y a les entreprises qui cherchent à contribuer, donc pas nécessairement afficher une neutralité carbone, mais qui cherchent à financer tout de même des projets en dehors de leur chaîne de valeur, qui posent aussi quelques questions. Mais voilà, c'est une autre approche. Et puis, ce qui est apparu récemment en France, il y a aussi de la demande
réglementaires en crédit carbone, et c'est le cas de l'aviation qui a obligation de compenser les émissions des vols domestiques depuis pas longtemps en France. Donc ça, c'est une première source de financement, la source un peu historique, je dirais, pour les projets certifiés. Et les deux autres sources de financement sur lesquelles on a travaillé, c'est plus que les financements issus de l'aval, des agro-industries principalement, comment elles pouvaient utiliser le label bas carbone pour flécher des financements, pour décarboner la chaîne de valeur, et puis aussi les financements publics. Alors on pense forcément à la PAC demain, mais il y a déjà des financements publics, comme par exemple dans le cadre du plan de relance avec la mesure bon diagnostic carbone, qui viennent financer les diagnostics, la formation, qui sont en fait des coûts assez importants d'un projet LBC, qui sont l'étape en fait, qui viennent couvrir le coût de la première étape d'un projet label bas carbone. Et donc, en parallèle, on a tout un tas de coûts là, que j'ai cités tout à l'heure. Et maintenant, la question, c'est pas... on sait qu'il y a plusieurs sources de financement possibles. Et maintenant, toute la question, c'est qui doit financer quoi ? Comment on coordonne en fait, ces différentes sources de financement ? Pour faire un petit focus rapide et pour compléter ce qu'Edouard a dit, en fait, donc sur les questions des financements issus de la filière, enfin issus de l'aval ou de l'amont d'ailleurs, une des difficultés à laquelle on s'est confronté et sur quoi on a réfléchi dans le cadre du projet, c'était que quelque part il y avait une contradiction entre les demandes de diversification qui sont faites à l'amont auprès des agriculteurs qui doivent allonger leur rotation, se diversifier, et une logique vraiment chaîne de valeur qui est proposée par SBTI. Et donc ça a engendré pas mal de questions, notamment de la part des agro-industries, en fait, sur quand elles finançaient un projet label bas carbone, si le projet qui est à l'échelle de l'exploitation agricole, du coup, est à cheval sur et en dehors de la chaîne de valeur, parce qu'il y a une partie des productions qui sont sur la chaîne de valeur et une partie des productions qui sont en dehors de la chaîne de valeur. Et ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? Comment on compte les réductions d'émissions et comment on communique sur ces réductions d'émissions et sur les financements qui ont été faits. Et donc on a monté un groupe de travail dans le cadre du projet avec certains d'entre vous, voilà, quelques acteurs de l'aval qui souhaitaient financer des projets label bas carbone et qui se posaient ce type de questions. Et donc on a proposé un premier jeu, un premier set de recommandations pour bien expliciter en fonction de la façon dont les agro-industries finançaient ces projets bas carbone certifiés, si c'était via de l'achat de crédit carbone, si c'était via du financement direct, financement des diagnostics par exemple, de l'aide à l'investissement, etc. Si le projet était complètement en dehors de la chaîne de valeur, complètement dans la chaîne de valeur ou à cheval, en fonction de tous ces cas de figure, qu'est-ce que très précisément l'entreprise avait le droit de dire, comment elle pouvait compter ses réductions d'émissions et comment elle pouvait communiquer sur l'action qui était faite. Donc ça, on a une publication du coup qui répertorie toutes ces recommandations-là. Mais quelque part, on s'est arrêté voilà, à proposer des recommandations sur ce qui existait, sur ce qui existait à l'heure actuelle, mais on n'a pas répondu à toutes les questions, et notamment les questions qu'on voudrait instruire maintenant et qui restent encore sur la table. C'est à quelle hauteur finalement les entreprises de la chaîne du système agricole doivent contribuer en fait au financement de cette transition. On a vu qu'il y a plusieurs sources. Il y a les entreprises en dehors de la chaîne de valeur, il y a aussi les pouvoirs publics, mais quel est le rôle des acteurs du secteur agricole ? À quelle hauteur elles doivent contribuer, de quelle façon ? Voilà, on a pris tous les cas de figure, mais on n'a pas fait de recommandations sur de quelle façon, par quelle méthode en fait financer ces projets. Et ça peut être une combinaison de méthodes. Est-ce que c'est impliquer un premium sur les produits bas carbone ? Est-ce que c'est vraiment acheter des crédits carbone ? Est-ce que c'est faire de l'aide directe, de l'accompagnement, financer les formations, etc. Et surtout, ce où on n'a pas tellement répondu et qui est vraiment le gros sujet, c'est comment on assure que les différentes filières se coordonnent pour financer ces projets qui sont à l'échelle de l'exploitation. Et c'est ce qu'évoquait Edouard. Voilà, on voit ça revient à cette contradiction entre besoin de diversifier côté amont et logique vraiment chaîne de valeur. On voit qu'il y a
ça coince un peu, et que maintenant la question c'est vraiment voir comment on coordonne l'ensemble des filières pour financer collectivement l'ensemble des transformations qui ont lieu à l'échelle de l'exploitation agricole.